Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi 9 novembre, il est 8 heures et c'est le MAG. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Je suis ravie de vous retrouver ce matin, ce matin, petit mardi, début de semaine, tranquillou. J'espère que vous êtes bien installés chez vous, tranquillement en train de prendre le petit-déj ou déjà en train de travailler pour certains ou juste tout simplement réveillés pour d'autres. En tout cas, vous êtes tous les bienvenus. Salut Distinct, salut Taze, salut TikTakumi, salut Razorbax. Merci Samuel de me confirmer que tout va bien et que c'est 5 sur 5. Salut Olek, salut Poppy, bonjour Marion et la chatroom dimanche, c'était mon anniversaire. Et bien écoute, on en profite pour te souhaiter un joyeux anniversaire légèrement en retard, mais plein de bonnes intentions. J'espère que tu as pu bien en profiter de ton côté. Salut Michel, salut Yoko Namasté, salut Makalga, merci à toi, 16e mois d'abonnement, waouh, impressionnant. Salut Manon, salut Florian. La catégorie est toujours en Worms. Merde. Le fail. Parce que je sais pas si je peux le changer en live honnêtement. On va regarder. Mais merci pour l'info. C'était quoi? C'était just discussion. Hop. Et si je fais OK. Est-ce que ça a mis à jour? Je sais pas. J'ai mis à jour, mais merci en tout cas de l'avoir signalé. Merci beaucoup. Donc voilà, bonjour à tous. Du coup, de quoi va-t-on parler ce matin? Je vous ai préparé, Macalga régale ce matin, 5 abonnements offerts pour régaler Trinax, Napoléon 7, Duz, Néophyte et Ramirez Gomez. Bah écoutez, bienvenue à vous dans le club des abonnés et un grand merci Macalga. Du coup, on continue sur cette note super positive. C'est toujours agréable comme ça d'avoir un cadeau de bon matin. Donc profitez-en bien. Naotech et le mug, c'est trop bien. Wink wink. Et donc on continue. Évidemment, on va vous donner des nouvelles de nos astronautes qui sont bien arrivés sur Terre. Petit spoil. Donc on va commencer quand même par en parler, même si je sais que évidemment Guillaume vous en a déjà parlé un petit peu hier. Donc on va pas non plus trop s'attarder, mais on va parler un petit peu de SpaceX et des retours de nos astronautes. Voilà. On parlera aussi de véhicules autonomes avec Walmart qui fait des tests qui ont l'air plutôt concluants aux États-Unis. Donc on en parlera ensemble. Justement, à quel moment de la chaîne d'approvisionnement ils vont utiliser des véhicules autonomes, c'est assez intéressant. Et comment ils vont faire évoluer un petit peu leur stratégie d'entrepôt d'approvisionnement et des différents points d'achat pour les utilisateurs, les clients de Walmart. Et puis après, on parlera de Niantic qui était partout hier dans l'actualité tech. En tout cas, ils ont une équipe en termes de communication presse, de relations presse en tout cas, qui fonctionne plutôt bien, parce que je peux vous dire que tous les sites tech en parlaient, mais c'est assez intéressant. Ils surfent un petit peu sur la vague du métavers annoncé par Facebook, etc. Salut Electrep45. Mais oui, on va très bien, j'espère que toi aussi. Et donc, ils surfent un petit peu sur la vague du métavers annoncé par Facebook récemment pour contrer un petit peu finalement la stratégie de Facebook pour avoir un monde différent et complètement virtuel, puisque c'est la réalité virtuelle. On crée un nouveau monde qui n'a aucun lien ou peu de lien finalement avec notre monde réel, et Niantic va surfer là-dessus en créant l'alternative qui est donc le métavers dans la réalité augmentée, avec la réalité augmentée. Et cette fois-ci, c'est au tour de Camille qui régale ce matin et qui en fait profiter Squirrel avec un abonnement. Merci à toi. Eh bien dis donc, voilà, ce matin vous êtes généreux, ça fait plaisir.
Et donc, du coup, on continue. Donc, voilà. Donc, Niantic fait ça. Et donc, en plus de contrer un petit peu la stratégie de Facebook, ce qui est super intéressant, et pas forcément attendu, en tout cas moi je l'attendais pas, vous allez me dire si vous l'attendiez dans la chatroom, ils vont ouvrir leur outil de conception de jeux en réalité augmentée pour permettre à d'autres développeurs de créer d'autres jeux. Donc ils deviennent plutôt une plateforme plutôt que juste des jeux avec par exemple Pokémon Go, donc vous connaissez très bien, et puis plus récemment Pikmin, je sais jamais comment prononcer ce jeu, que j'ai pas encore testé, mais que j'ai installé, Pikmin Bloom, voilà, en collaboration avec Nintendo. Voilà, donc on en parlera un petit peu ensemble de qu'est-ce qu'il en retourne justement de ce métavers en réalité augmentée avec Niantic. Et puis on continuera une petite brève pour parler justement d'Apple qui change un petit peu ses habitudes à la période de Noël pour la validation des apps sur l'App Store, à savoir pour rappel, pour ceux qui ne le savaient pas, et ça concerne surtout les développeurs ou les sociétés qui veulent soumettre leurs applications à la période de Noël, c'est que généralement il y a un shutdown à Noël, c'est-à-dire par exemple l'année dernière, je crois qu'ils avaient fermé du 23 au 27 décembre et il n'y avait pas possibilité de soumettre une application pour qu'elle soit mise à jour sur l'App Store. Donc ça veut dire qu'il y a un délai de 2 semaines minimum. Et en plus, il y avait un ralentissement aussi auparavant. Donc avant le shutdown, il y avait un ralentissement des validations, des mises à jour d'applications. Donc du coup, ça impacte évidemment les sociétés qui font leur business en soumettant leurs applications sur l'App Store. Donc là, petit changement de coutume côté Apple, on verra de quoi il en retourne. Et puis après, on va aller prendre des nouvelles du côté de la société Peloton. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais on en avait un petit peu parlé, même je dirais pas mal parlé lors du confinement l'année dernière, puisque Peloton, vous savez, proposait des appareils qui vous permettaient de faire du sport depuis chez vous. Et donc évidemment a explosé, a fait partie de ces sociétés dont le business a explosé avec le confinement, parce que du coup les gens essayaient de trouver des alternatives pour continuer à rester actifs depuis chez eux. Et donc, du coup, ils avaient ces espèces de vélos électriques, tout simplement. Et donc, on va voir un petit peu où ils en sont maintenant, fin 2021. Est-ce que finalement, l'engouement autour de Peloton est retombé? Est-ce qu'ils se sont pris de plein fouet, finalement, la réouverture avec les gens qui sont retournés en salle ou pas? Justement, on verra ce qu'il en est. Et puis on continuera pour prendre des petites nouvelles rapidement du côté de Netflix. Netflix qui, vous le savez, a sorti maintenant son service de jeux vidéo, de gaming disponible sur Android et qui a pour projet de le sortir également sur iOS chez Apple. Mais vous le savez, les contraintes ou en tout cas les conditions d'utilisation de la plateforme de l'App Store ne permettraient pas à Netflix du coup d'avoir son propre store, on va dire, de gaming qui viendrait directement concurrencer l'App Store du coup d'Apple et donc du coup qu'est-ce qui va se passer, comment ils vont contourner un petit peu ces contraintes. On en parlera ensemble. Et puis on terminera en actualité tech encore avec une petite brève ce matin sur une nouvelle loi qui est passée, qui va viser à réduire en tout cas l'empreinte environnementale du numérique. Et donc ça va passer notamment par la disparition des écouteurs obligatoires lorsque vous achetez un smartphone. Et oui, c'est pas une blague. Donc on verra pourquoi à l'origine on avait ces écouteurs qui étaient qui devait obligatoirement être fourni lorsqu'on achetait un smartphone. Et rappelez-vous, Apple a essayé d'enlever les écouteurs de ses boîtes, ce qui est le cas, sauf en France, puisque par la loi, ils sont obligés de le fournir, et donc ce n'est plus vraiment le cas. Donc on reviendra un petit peu sur ce changement. Et puis on terminera l'émission par ça sera, excusez-moi, une tartine. J'allais dire une cerise sur le croissant, mais là on va passer un peu plus de temps sur cette série parce que c'est un coup de cœur que j'ai eu ce week-end. J'ai découvert la mini-série Made sur Netflix, donc comme son nom l'indique, qui parle du quotidien d'une femme de ménage, mais pas que. Voilà, donc on découvrira cette nouvelle mini-série qui, a priori, comme ça, avec un pitch résumé via son nom, ça donne pas très envie, mais qui va beaucoup, beaucoup plus loin, voilà, avec des acteurs
impressionnant. Voilà, une histoire très, très émouvante, sans tomber dans le pathos. Donc vraiment un gros, gros coup de cœur à partager en fin d'émission. Donc ceux qui l'ont vu ou ceux qui en ont entendu parler, n'hésitez pas à préparer un petit peu sur vos claviers, puisque je ferai peut-être un petit sondage pour voir si la série vous tente ou pas, ou si vous l'avez déjà vue. Donc on en parlera en fin d'émission tranquillement. Voilà pour le Sommarion, un vrai Sommarion, il est 8h10, hein, donc un Sommarion bien dodu ce matin. Donc du coup, si vous êtes prêts, je vous propose d'enchaîner directement avec, du coup, le Kawa. Il y a Gépif qui nous dit: j'ai jamais compris la différence entre la tartine et la cerise sur le croissant. Alors, discutons. La tartine, c'est normalement quand on fait un gros article, en plus des articles tech. Olek Marion aurait eu juste après son intro, tu peux passer aux questions. C'est à peu près ça. J'essaie de pas monopoliser le dialogue, mais en même temps, le mec, c'est à ce sujet-là. Mais bon, bref. Et donc, du coup, oui, pour expliquer la tartine et la cerise sur le croissant, la tartine, donc, c'est un gros article qui est en dehors des articles tech, vraiment sur lequel on veut passer du temps ensemble à discuter. Et puis, la cerise sur le croissant, c'est un petit bonus, en fait. C'est la cerise sur le croissant. Sauf qu'en fait, chez Naotech, on n'est pas très, très bon pour faire une brève. Comme vous avez pu le voir, je pense que Guillaume, Jérôme ou moi, on se laisse emballer facilement par nos sujets, hein, des vrais petits passionnés, on va dire. Mais du coup, des fois, on perd un petit peu la différence entre la cerise sur le croissant ou la tartine. Voilà. Salut Gécard 24 579. Il n'y a pas les collaborateurs, les co-réalisateurs à moustache ce matin. Ils sont pas avec moi. Ils sont trop mignons. Ils sont sur les chaussons de Jérôme dans la chambre. Voilà. Donc voilà, on verra peut-être les co-réalisateurs plus tard dans l'émission. Mais en attendant, commençons les articles tech. Donc on va commencer avec évidemment le retour de nos astronautes donc sur le sol terrien. Ça y est, ils ont posé leurs pieds, donc 6 mois après le départ, notamment pour la station internationale, la spationaute français, donc Thomas Pesquet, mais c'était pas le seul à rentrer, hein, Thomas Pesquet est rentré, donc c'est la fameuse capsule Crew Dragon de SpaceX, ici, qui a opéré, qui a géré du coup le retour des astronautes sur Terre, et qui a améri dans la nuit, cette nuit, du 7 au 8 novembre. Ah non, c'était hier. Ok, donc j'ai une journée de retard. Je crois qu'ils n'étaient pas encore rentrés hier. Bon, je vais peut-être halluciner. Excusez-moi. Et donc du coup, voilà. Donc retour. Il avait quitté, pour rappel, la Terre le 23 avril pour une mission de 6 mois à bord de la Station Spatiale Internationale, l'ISS. Hein. Donc il est rentré très récemment. Donc il se trouvait donc comme je vous le disais, à bord de la fameuse capsule Crew Dragon de SpaceX, aux côtés donc de 3 autres astronautes. Hein. Il y avait Shane Kimbrough, Megan McArthur et Akihiko Oshide. Voilà. Oui, c'est ça, il y a eu le report d'une journée, ouais, j'ai pas halluciné. Ça a été reporté à cause d'un mauvais temps. C'est Oui, c'est ça, à cause de la météo, ça a été reporté. Donc c'était bien prévu, donc j'ai pas halluciné. C'était prévu normalement dans la nuit du 7 au 8 novembre, mais ça a été reporté pour mauvaise météo, merci, comme vous le disiez dans la chatroom. Et donc du coup, c'était bien cette nuit qu'ils sont rentrés. Donc je pense qu'il y a eu une petite erreur en fait dans l'article, tout simplement, parce qu'ils parlent du retour. Donc ils se sont juste trompés de date. Voilà, donc du coup, joli score aussi pour SpaceX. Donc en effet, les astronautes vont bien, hein, et puis aussi ça marque quand même un grand succès pour SpaceX, puisque l'entreprise américaine démontre une fois de plus qu'il a une vraie expertise dans le transport d'équipage, ce qui n'était pas forcément évident. C'est, pour rappel, le 3e essai, hein, donc c'est quand même peu.
J'ai envie de vous dire, c'est quand même peu. Donc elle avait d'abord convoyé rapatrier 2 astronautes pour un vol d'essai visant à qualifier justement la capsule pour cette tâche. Et une fois la première mission réussie, et bien, du coup elle avait effectué la toute première rotation pour un équipage opérationnel qui comprenait 4 personnes. Et donc les 2 premières missions s'étaient déroulées de mai à août 2020 pour Demo 2, donc le fameux vol d'essai, et ensuite de novembre 2020 à mai 2021 pour le Crew 1, le premier équipage à entrer dans le planning d'occupation de l'ISS. Voilà, donc concernant la mission Crew 2, donc c'est celle à laquelle Thomas Pesquet a pris part justement, et elle a eu lieu d'avril à novembre 2021. Donc c'est quand même relativement récent du coup pour SpaceX et qui confirme du coup son expertise donc dans le transport d'équipage. Mais merci à Pixel Gourmand qui s'est abonné. 8e mois d'abonnement, trop cool. Merci à toi de soutenir la chaîne. Voilà, donc on nous dit 4e en comptant inspiration fort. Bah écoute, je ne l'ai pas dans l'article, mais je te crois, Cèdre 1701, merci pour la rectification. Donc en tout cas, voilà, quand on réalise, c'est quand même relativement récent hein, l'utilisation de la société américaine SpaceX pour le transport d'équipage. Donc c'est toujours un petit peu un événement. Hein, on transporte quand même des humains ici. Hein, donc voilà, donc c'est toujours rassurant de savoir que tout s'est bien passé. Surtout que quand même le voyage a été relativement long. Hein. Il a fallu plus de 8h30 à la capsule pour rentrer, car le vol de retour ne s'est pas fait en ligne droite. Donc du coup, ça a compliqué et rallonger surtout le retour. Alors il y a eu un petit accroc, hein, puisque du coup ça s'est pas passé exactement comme prévu, parce qu'en fait il a fallu faire 100 toilettes dans la capsule, mais bon, pendant 8h30, donc sans accès aux toilettes, bon bah vous le savez, c'est pas une nouvelle, les astronautes ont d'autres moyens de se soulager pendant un vol. Ils ont ce qu'on appelle des couches pour adultes hein, ici, pour pouvoir être en sécurité sans devoir enlever leur équipement de protection. Donc voilà. C'est quand même un voyage en first par rapport au Soyuz. Oui, c'est sûr qu'on change quand même et on a fait un bond là en termes de technologie. Mais bon, les Soyuz voilà, ont été prouvés pour leur solidité. Voilà, la technologie russe, elle est solide quoi. Elle est peut-être pas clinquante, mais elle est solide. Voilà, donc du coup, ça c'est quand même relativement bien passé. Et donc, du coup, pour rappel, Thomas Pesquet est devenu le premier Français ayant séjourné le plus longtemps au-delà de l'atmosphère en temps cumulé, puisqu'il a fait 2 voyages jusqu'ici. Hein, et donc, il a dépassé la barre des 395 jours, ce qui le place bien avant Jean-Pierre Aigneret, qui avait comptabilisé 209 jours au-delà de l'atmosphère. Il a également établi un autre record, celui des sorties extravéhiculaires, hein, donc nouveau record européen ici, puisqu'il est sorti en dehors de l'ISS à plusieurs reprises, à 6 occasions exactement, parce qu'il a effectué 6 manœuvres. 3 à chacune de ces missions, voilà, ce qui l'amène à une durée totale de presque 40 heures en dehors de l'ISS, en sortie extravéhiculaire en tout cas, et donc ce qui est loin encore devant Luca Parmitano, qui avait cumulé 33 heures en ce qui le concerne. Voilà, donc encore une fois un grand moment en tout cas pour l'Europe et la France ici, avec un Thomas Pesquet qui a, je vous le rappelle, a pris les commandes de l'ISS durant son séjour. Il y avait une petite passation de pouvoir, une petite cérémonie à cette occasion d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est quand même une belle performance à la fois pour Thomas Pesquet, mais à la fois pour toute l'équipe qui l'a formé, qui l'a soutenu et qui l'a accompagné au quotidien dans sa mission à bord de l'ISS, parce que je vous rappelle que c'est pas l'exploit d'un seul homme, hein, il y a toute une équipe quand même derrière, mais également aussi belle prouesse du côté de SpaceX, hein, qui peut se féliciter du succès du retour sain et sauf de l'équipage Crew 2, mais ça n'est pas fini, puisqu'en fait dès le 10 novembre prochain, SpaceX va se charger encore d'un transport d'équipage, puisqu'ils vont transporter
4 astronautes, 3 Américains et un Allemand, qui sont prévus donc le 10 novembre pour une arrivée à bord de l'ISS le lendemain. Donc voilà, ils vont pas pouvoir se reposer très longtemps puisqu'ils vont encore avoir un autre transport de prévu. En tout cas, ça confirme un petit peu les performances, en tout cas de SpaceX en la matière. Ils sont bien rentrés, donc sains et saufs, donc ça, c'est fait. Je pense qu'il va y avoir une batterie d'examens à faire et du repos et du réentraînement, en tout cas, pour ces personnes-là qui ont passé un certain temps quand même dans l'ISS. C'est pas fini pour eux. Voilà en tout cas pour eux, pour nos très chers astronautes. On continue sur ces bonnes nouvelles et on continue du côté de Walmart aux États-Unis. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, c'est une collaboration entre Walmart, donc vous savez cette énorme chaîne commerçante, aux États-Unis, et la start-up Gatik, qui ont collaboré et fait un partenariat ensemble pour opérer des trajets avec des camions autonomes sur un trajet de 7 miles. Donc là, je suis incapable de vous dire ce que ça fait en kilomètres. J'ai toujours été une grosse quiche pour convertir les miles en kilomètres. Donc je suis sûre que dans la chatroom, il y en a qui vont pouvoir le faire pour moi. Mais voilà, en gros, ils ont fait un trajet, une boucle de 7 miles. On me dit 1 mile, 1,6 km. Très bien, cool. Donc ça vous donne une idée. Hein. Donc c'est pas un trajet super long finalement, parce qu'on est aux alentours peut-être de 10 km. Donc c'est pas super long, mais quand même, là ils ont réussi à montrer que finalement en faisant cette boucle sur une dizaine de kilomètres pendant 12 heures, ils n'ont pas rencontré en tout cas de problèmes. Ils l'ont testé pendant 12 heures d'affilée. Et donc les camions sont chargés avec les commandes et les courses, tout ce qui est utilisé. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'ils sont chargés avec... alors, excusez-moi, je n'arrive pas à lire. Voilà, donc en fait, on est depuis un entrepôt qu'ils appellent un dark center, donc un entrepôt où ils vont pouvoir charger ce qui a été commandé par les clients du Walmart, et donc ensuite ils vont pouvoir charger ce camion de l'entrepôt et approvisionner les différents centres et succursales Walmart qui sont plus proches des clients pour pouvoir opérer rapidement la commande et la mettre à disposition. Donc le programme de test a commencé en décembre 2020 lorsqu'ils ont eu l'accord tout simplement de la commission de l'Arkansas State Highway pour ce trajet finalement qui allait être fait en véhicule autonome. Il y a eu ensuite une phase où il y a eu ce trajet qui a été fait avec la sécurisation d'un conducteur qui était quand même dans le camion pour voir si finalement ça se passait bien. Puis finalement le conducteur a été retiré cet été, tout simplement. Donc une fois après avoir fait ses rotations pendant un certain temps et avoir prouvé que ça fonctionnait et sûrement qu'ils ont entraîné le camion du coup à reconnaître, à anticiper les problèmes sur la route et à connaître parfaitement cette boucle-là. Et donc finalement, ils ont réussi à mettre en place cette boucle d'approvisionnement finalement sur un circuit assez court, sur cette boucle de 12 km environ, pendant 12 heures. Donc finalement, c'était pas mal. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est pourquoi ils testent ça et pourquoi ils le font surtout sur une boucle constante de 12 heures. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un changement ici de stratégie de Walmart et plus largement que Walmart sur ces magasins d'approvisionnement en courses et en alimentation, tout simplement. Ce qui se passe, c'est que... Excusez-moi. On ne peut plus compter sur l'ancienne architecture où on avait un centre de distribution géant, j'ai du mal ce matin, excusez-moi, un centre de distribution géant qui allait approvisionner les différents magasins Walmart, mais qui était quand même à une distance de 4 ou 5 heures de chaque centre
Walmart. Et du coup, qui a imposé un certain délai d'approvisionnement ici, une certaine logistique. Voilà, tout simplement. Donc ça veut dire des centres d'approvisionnement ou des centres de stockage beaucoup plus importants, beaucoup plus grands, mais beaucoup plus dispersés aussi, parce que du coup, comme leur taille impose certaines contraintes d'espace, du coup, on ne peut pas les mettre non plus à proximité des différents centres, et donc ça donne un certain délai en termes d'approvisionnement. Ici, on change un petit peu de tactique a priori, pour avoir des centres d'approvisionnement avec une taille un peu plus réduite, mais du coup plus proche de ces points d'achat finalement pour les clients. Et donc il va permettre un approvisionnement beaucoup plus en continu. Ici, beaucoup plus rapide et beaucoup plus en continu. On suppose aussi que c'est pour concurrencer peut-être la concurrence en ligne, notamment Amazon, qui est très très bon en termes d'approvisionnement et de livraison dans l'heure, ou très très rapide en tout cas. Et donc, du coup, ils changent un petit peu de stratégie. Alors évidemment, changer de stratégie ici, et avec ces boucles de transport un peu continues, ça impose aussi des autres changements. Ça veut dire peut-être plus de congestion sur les trajets qui sont effectués sur ces boucles. Donc, voir un petit peu comment ça va impacter la circulation aussi. Je ne sais pas si ça sera possible que ça soit mis en place partout aux États-Unis, etc. Mais en tout cas, ils sont en train de réduire du coup la taille finalement de leur centre d'approvisionnement pour en faire plus et plus proche finalement de leurs points de vente finaux pour que les clients puissent y avoir accès plus facilement, puissent avoir le produit à disposition plus rapidement, voilà. Et donc on me dit, vu qu'ils doivent être ouverts 24 heures sur 24. Ça, je ne savais pas, Laurent. Je ne savais pas que Walmart était ouvert 24 heures sur 24. Ah, l'astuce mémotechnique de Pierre-Yves qui nous dit mile égale 1 ciseau 9. 1, 6 au 9. Joli. Joli, joli. Je ne sais pas si je vais le retenir, mais c'est pas mal comme astuce. Pas mal du tout. Merci de l'avoir partagé. Donc voilà, en tout cas pour ce changement. Gatrix, c'est aussi donc Gatrix, donc la start-up qui gère justement ces camions autonomes, se frotte les mains évidemment, puisqu'en fait Walmart c'est quand même en termes de démonstration et de clients pour aller chercher d'autres clients, c'est quand même impressionnant. Et donc du coup, s'ils arrivent à le gérer Walmart, et si Walmart leur fait confiance, finalement c'est quand même un vrai atout pour la start-up pour aller conquérir un petit peu le marché. Et ils disent notamment que ces véhicules autonomes permettent de réduire les coûts logistiques de 30% pour justement ces chaînes de courses d'alimentation. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors après, c'est intéressant parce que Gatrix va dire ça, et puis de l'autre côté, Walmart va dire non, mais on tue pas des emplois ici, hein, puisqu'en fait, finalement, les conducteurs, parce que je vous rappelle qu'on enlève les conducteurs finalement, hein, mais ils nous disent justement dans leur communication presse, qu'ils disent que finalement, ils vont pouvoir dédier les employés de Walmart à des tâches à plus haute valeur ajoutée, comme l'accompagnement des clients, le remplissage et la préparation des courses pour les clients, etc. Très bien. Voilà. Je suis pas derrière eux pour voir évidemment le changement d'effectif, s'il y en a un ou pas. Mais bon, je serais pas étonnée qu'il y en ait un quand même. Après, voilà, il y a des avantages et des inconvénients à l'évolution de la technologie, et ça ne veut pas dire que finalement, voilà, les personnes qui conduisent des camions ne peuvent pas se reconvertir et trouver d'autres opportunités, mais voilà. On revient un petit peu sur la discussion. Est-ce qu'on aurait dû faire évoluer du cheval à la voiture et finalement, tout le personnel qui s'occupait des chevaux, etc., il y en a beaucoup moins besoin aujourd'hui, et donc du coup, c'est de la perte d'emploi. Mais est-ce que finalement, on devrait retourner de la voiture à la carriole? J'en sais rien. Probablement pas. Donc voilà, il y a une certaine évolution technologique que de toute façon, on ne peut pas empêcher. Et donc voilà, à voir un petit peu comment ça va se passer. Un routier qui devient vendeur, ouais, voilà. Je suis un peu comme toi, Pierre-Yves. J'y crois moyen. J'y crois moyen. Et j'y crois moyen aussi sur le fait que Walmart irait peut-être embaucher plus de personnel. Dans ce cas, vu qu'ils économisent peut-être sur les chauffeurs pour venir conseiller et accompagner l'expérience des clients. J'en doute aussi. Mais bon, voilà. Je me fais un petit peu l'avocat du diable.
Mais voilà, prenons un petit peu les informations de relations presse avec des pincettes. Donc voilà en tout cas pour ce qui concerne Walmart, mais c'est quand même intéressant comme démonstration, hein, en tout cas. Je pense que c'est ça qu'il faut aussi souligner. On continue avec Niantic. Niantic, vous connaissez cette société, on en a parlé quand même pendant pas mal de temps. C'est la fameuse boîte qui a lancé le jeu de réalité augmentée auquel tout le monde, ou beaucoup de monde a joué, qui a déferlé un petit peu sur le monde, puisque c'est Pokémon Go. Pokémon Go qui vous permet d'attraper des Pokémon dans le monde réel, en superposant du coup un calque de réalité augmentée par-dessus le monde réel. Donc quand vous marchez, ça va comptabiliser vos pas, ça va faire éclore les œufs des Pokémon si vous en avez, etc. Et puis au fur et à mesure de votre balade, vous allez tomber sur des Pokémon. Vous allez pouvoir jouer avec la réalité augmentée ou la désactiver si vous voulez, hein, mais jouer avec la réalité augmentée pour pouvoir les attraper au détour d'un bâtiment, etc. Donc ça, c'était quand même le gros succès. C'était, je pense, c'était avant, du coup, la crise sanitaire, puisqu'on n'était pas confinés. Je pense que c'était en 2019, non ? Le lancement de Pokémon Go, j'ai un doute. Je crois que c'était peut-être juste avant, il me semble que c'était juste avant la crise sanitaire, peut-être 2018-2019. Dites-moi dans la chatroom si je me trompe, hein, n'hésitez pas à me corriger. Mais donc voilà, donc Niantic qui avait lancé ça. Et donc pour lancer ce jeu, ils ont donc toute une technologie qui permet du coup de mapper. Ouais, Oleg me dit genre 2018, ouais je dirais la même chose. Parce que je me rappelle que déjà, il y avait un ralentissement juste avant la crise sanitaire. Il y avait un ralentissement un petit peu de Pokémon Go, on en parlait moins. On nous dit 2016, le lancement exact. D'accord, potentiellement, ouais. Mais peut-être le gros succès, la reconnaissance, c'était 2017-2018. Ouais. Alors, Tic Takumi, hein, là pour nous remettre les pieds sur terre, ils n'ont pas eu que des succès, hein, Niantic, vu que leur jeu Harry Potter va bientôt fermer. Euh, voilà, j'ai pas dit qu'ils avaient eu que des succès, mais bon, il faut quand même reconnaître que quand ils ont eu le succès Pokémon Go, ça a été quand même un gros succès. Donc sortie officielle, Léo nous dit le 6 juillet 2016, mais je pense qu'il y a eu quand même le gros buzz plutôt aux alentours peut-être de 2017-2018, et après ça a ralenti. Il me semble, hein, de mémoire. Mais voilà. Imagine le lancement de Pokémon Go la semaine précédente, le premier confinement, c'est clair. Ça aurait été la grosse galère, ouais, c'est clair. Donc voilà, Niantic qui avait fait ça. Et donc du coup, pour construire et développer leur jeu de réalité augmentée, puis je vous le rappelle, ils ont fait Pokémon Go, mais ensuite ils ont essayé d'appliquer la même technologie à d'autres principes de jeu qui reprennent quand même largement les mécaniques, hein. Pokémon Go était d'ailleurs pas le premier jeu. Et donc du coup, ils ont ces espèces de modules de technologie finalement qui leur permettent de développer cette expérience en réalité augmentée. Et donc là, ce qui se passe récemment, c'est pour ceux qui ne sont pas au courant, ils ont donc sorti leur nouveau jeu Pikmin Bloom, j'arrive absolument pas à prononcer le nom de ce jeu, c'est une horreur. Pikmin Bloom, avec ces espèces de petites plantes que vous pouvez trouver au détour. Hop, voilà. Au détour de votre balade. Donc vous voyez, j'étais en plein dans le tutoriel puisqu'il m'encourage à planter les plantes, mais après il me disait il faut faire 10 pas, et donc hier soir dans mon lit, j'avais pas envie de faire les 10 pas, donc j'ai pas terminé le tutoriel. Voilà, donc ça, ils l'ont sorti très récemment. Je sais pas si, comme moi, vous avez été harcelé par les pubs Pikmin Bloom, mais j'en vois partout depuis une semaine, une ou 2 semaines, je sais plus, mais en tout cas, c'est très récent la sortie de ce jeu, donc en collaboration avec Nintendo. Donc voilà, ils cherchent et ils testent. Comme l'a rappelé Technisavoir, ils avaient le même principe avec Harry Potter. Voilà. Avec certains, ça fonctionne, avec d'autres, ça fonctionne moins. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ont cette technologie, ce savoir-faire technologique pour bénéficier du calque, en tout cas, de ce calque et de ces interactions à la fois avec la réalité augmentée et entre les différents joueurs grâce à la réalité augmentée. Donc, vous le savez, il y avait ces hotspots aussi qu'il fallait conquérir avec des matchs, etc. Donc voilà, il y avait pas mal de choses prévues entre joueurs.
Voilà, donc du coup, qu'est-ce qui se passe ici et pourquoi on en parle ce matin? C'est que tout simplement, ils vont mettre maintenant à disposition cette technologie et ce savoir-faire auprès des autres développeurs. Donc ça, je trouve ça super, super intéressant. Ils sont en train de lancer leur propre plateforme de développement avec la réalité augmentée, le métaverse de la réalité augmentée, comme ils l'appellent, qu'ils lui ont donné un petit nom à cette plateforme. Elle va s'appeler Lightstrip. Et le principe, c'est de pouvoir construire avec ces briques finalement qu'ils ont développées, ces briques technologiques, de construire des jeux ou en tout cas des applications qui va permettre tout simplement de créer des ponts ou des interactions entre le monde numérique et le monde réel. Puisque là, on parle de réalité augmentée, donc là où on superpose un calque de virtuel, on va dire, sur la réalité environnante. Donc ça, c'est ce que dit en tout cas le CEO de Niantic, John Hank. Voilà, donc Lightstrip va permettre aux applications mobiles tout simplement d'identifier si la caméra d'un utilisateur est pointée au ciel ou sur l'eau ou sur des surfaces ou une profondeur dans l'environnement spécifique. Il va pouvoir aussi placer un objet virtuel sur le monde physique, on l'avait vu, hein. Que ce soit dans des rues ou sur autre chose. Voilà, et donc le principe, c'est d'aider les développeurs à construire des applications de réalité augmentée à l'échelle planétaire, parce que du coup, grâce à sa connaissance maintenant et à son expérience à développer des applications de réalité augmentée avec Pokémon Go notamment, et ben du coup, ils ont enrichi, perfectionné leur technologie. Donc là, et puis ils ont fait un joli POC, j'ai envie de vous dire, un joli proof of concept avec Pokémon Go, parce qu'en fait, avec le succès planétaire de Pokémon Go, ça peut montrer un petit peu le succès et l'opportunité business que peut représenter la réalité augmentée pour d'autres sociétés. Donc c'est une jolie démonstration quand même pour eux. Salut Flonflon, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Voilà, donc en tout cas, je l'attendais pas. Je sais pas si vous l'attendiez dans la chatroom, mais moi j'attendais pas forcément à ce que Niantic soit aussi, j'ai envie de dire bold ou courageux, désolé pour les anglicismes, pour se lancer carrément sur on va faire une plateforme pour mettre à disposition notre savoir-faire technologique pour les autres sociétés, mais je suis agréablement surprise. Pour être honnête. Donc depuis ce lundi, donc à partir de lundi, maintenant cette plateforme appelée Lightstrip est disponible pour tous les développeurs. Le principal du logiciel et du toolkit est gratuit, et puis Niantic va faire payer une fonctionnalité qui va permettre à plusieurs appareils d'accéder à une expérience de réalité augmentée en simultané. Donc si on veut en effet déployer une application qui va utiliser plusieurs personnes ou plusieurs devices pour bénéficier du même monde de réalité augmentée, eh bien, il va falloir payer en tout cas un accès ou une licence à Niantic. C'est normal, c'est un business model, ils ont choisi celui-ci. Ils auraient pu choisir de faire payer l'accès à la plateforme de développement, mais là, ils préfèrent avoir un premier accès ouvert et finalement, c'est plutôt en mode de distribution qu'ils vont le faire payer. Je trouve ça assez intéressant. Autre point intéressant de la part de Niantic, c'est que la société s'est engagée à dédier 20 millions de dollars dans un fonds qui va aider les sociétés à développer justement des applications de réalité augmentée. Voilà, parce que des fois il faut du budget, etc. Encore une fois, là, tout ça c'est positif pour la communauté des développeurs, mais c'est également une stratégie de business très intéressante de la part de Niantic, puisqu'en fait, s'ils arrivent à encourager des sociétés à construire des applications de réalité augmentée, et surtout à utiliser finalement leur batterie d'outils de réalité augmentée, ça va montrer que finalement c'est utilisable, c'est fonctionnel et ils vont pouvoir monétiser et créer leur propre business grâce aux outils de Niantic. Donc là, encore une fois, il y a un vrai intérêt de la part de Niantic sur le sujet à avoir cette stratégie-là. Autre chose dans les cartons pour Niantic, c'est qu'ils sont en train de travailler notamment sur les lunettes de réalité augmentée qui vont pouvoir afficher directement sur le verre la réalité alternative ici. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Ils sont en train de travailler justement avec Qualcomm sur ce sujet. Voilà.
Oleg, ouais, je suis assez d'accord avec toi, ils ont bien raison. Mieux vaut laisser l'outil aux créatifs et toucher les royalties de la technologie plutôt que de tourner en rond sur le même gameplay à chaque jeu. Exactement. Je pense que s'il y a un reproche que j'aurais pu faire à Niantic sur ces différents jeux, c'est qu'en fait, ces jeux avaient exactement les mêmes modèles, exactement, ou très proches en modèle et principe de gameplay pour tous ces jeux. Donc que ce soit Pokémon Go, mais avant Pokémon Go, il y avait l'autre jeu dont j'ai complètement perdu le nom, où je sais que Jérôme avait un petit peu joué, et il y avait toujours ce principe de hotspot, qu'il faut aller se battre pour le conquérir, il faut aller le garder, etc. Il faut aller le protéger. Et puis après, il y avait cette notion de collection qu'on récupérait au fur et à mesure où on marchait, le principe de faire avancer Ingress. Merci Pumapi pour le rappel, et Baron Marathon, vous avez été les plus rapides. En effet, Ingress était exactement sur le même principe, ou en tout cas Pokémon Go était sur le même principe qu'Ingress, et du coup, au-delà de juste répliquer exactement le même principe de gameplay, autant essayer d'ouvrir un petit peu la technologie pour voir si d'autres personnes trouvent des usages innovants. C'est là aussi, en ouvrant finalement, qu'on va pouvoir finalement permettre à d'autres sociétés de trouver d'autres usages à la réalité augmentée. Et voir finalement si dans la course réalité virtuelle, réalité augmentée, finalement, on trouve des usages à la réalité augmentée plus rapidement, que ce soit en gameplay ou autre, que la réalité virtuelle. Je vous rappelle qu'on est quand même encore très tôt et qu'on n'a pas encore prouvé finalement la viabilité de ce type de technologie. Voilà. Donc voilà en tout cas pour Niantic. Et c'est exactement d'ailleurs ce que dit le CEO, hein. Il dit le but avec la strip, c'est vraiment de poser les bases et les patterns, c'est-à-dire les principes de ce que la réalité augmentée pourrait être. Donc c'est vraiment l'enjeu ici, c'est de prouver la viabilité et le concept que la réalité augmentée peut fonctionner et a un vrai potentiel en termes de business. Donc c'est pour ça qu'ils veulent lancer cette plateforme. Voilà. Et d'autres et du coup l'autre point, parce qu'en fait c'est pas le seul à développer cette notion peut-être de métavers ici avec la réalité augmentée, mais d'autres avec la réalité virtuelle. Donc on a évidemment Facebook avec Meta, on a Apple qui est en train de construire potentiellement des outils similaires, notamment avec les technologies qu'ils ont mises dans les iPhones, les iPads, etc. Et donc du coup on se demande comment ils vont faire Niantic. Est-ce qu'ils sont finalement assez grands, assez établi pour être compétitif finalement. Et en fait, le CEO dit que l'avantage du Niantic, c'est qu'ils sont agnostiques d'une plateforme et donc du coup, ils vont pouvoir aussi bien rendre leurs outils disponibles sur iOS que sur Android avec la même technologie, ce qui va permettre aux développeurs de facilement développer des applications de réalité augmentée sur les deux plateformes. Donc là, c'est vrai que c'est un vrai avantage. Rien ne dit que Apple ne permettrait pas de faire ça. Bon, après, c'est vrai qu'ils ont commencé avec du hardware dans leur device, donc qu'ils contrôlent, et donc du coup, ils pourraient gérer cette expérience plus principalement dans leur device. Vous savez, cette imbrication software, hardware très très étroite finalement chez Apple qu'on n'a pas ou peu, ou moins en tout cas chez les autres constructeurs. Voilà, mais Facebook, j'ai envie de vous dire, pareil, ils pourraient faire la même chose. Donc, à voir un petit peu. Bon, après, Facebook n'est pas sur la réalité augmentée, mais à voir ce qui va devenir. Et c'est intéressant parce que en août dernier, Hank avait lancé un peu une pique justement en publiant un petit post à l'encontre de Facebook, en disant que l'idée de métavers était un cauchemar dystopien ici, qu'il était carrément contre l'idée que la technologie va retirer les gens du monde réel, mais que lui plutôt, il veut tendre justement pour trouver des nouvelles manières d'engager les gens avec le monde réel et passer par la réalité augmentée. Donc trouver des nouvelles opportunités de connexion au monde réel avec la réalité augmentée. Donc c'est intéressant parce que c'est un positionnement différent à voir. Que le meilleur gagne. On verra ce qu'il advient là-dessus justement dans les
mois, plutôt peut-être années à venir. Donc ça serait intéressant à suivre. Donc voilà, grosse actu, en tout cas pour Niantic. Et on verra un petit peu de qui la bataille du métavers va la remporter. Là, on parle évidemment de Facebook et de Niantic, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Et on parle voilà, de réalité virtuelle, de réalité augmentée. On verra un petit peu, encore une fois, qu'est-ce qui arrive dans le futur. Alors, The Nexus 7 nous dit peut-être dans le grand public, cette techno n'a pas encore fait ses preuves. Par contre, en entreprise, je peux témoigner, ça marche du feu de Dieu. Ouais, merci de le préciser, The Nexus 7. Tu as tout à fait raison de le préciser. C'est vrai que là, je m'adressais plutôt au grand public, puisqu'en fait, là, on est vraiment sur Pokémon Go, enfin, des applications grand public de la technologie. Mais c'est vrai qu'il y a déjà eu des succès hein, et des usages tout à fait adaptés, en tout cas dans le monde professionnel. Complètement d'accord. Je regarde si j'ai parlé de tout. Oui, alors, petit point, dernier point, les premiers partenariats qui ont été mis en place entre Niantic et d'autres marques pour commencer à utiliser justement leur plateforme Lightstrip et qui vont participer justement dans cette bêta privée dans un premier temps. On a notamment Coachella, on a Historic Royal Palaces, on a Science Museum Group, on a Shueisha, voilà, je suis désolée si je le prononce mal, on a SoftBank, on a Universal Pictures, on a Warner Music Group. Voilà, donc pas mal ici en termes de marques qui vont avoir un partenariat avec Niantic, et puis en termes de partenariat avec des développeurs. On a notamment les sociétés Curiosity, Designum, EVIO, Preloaded, Nexus Studio, Trigger Global et TNS. Donc voilà, on a pas mal de partenariats qui sont lancés, donc c'est prometteur en tout cas pour Niantic. Si le porno s'empare de la techno, c'est sûr, ça fera un carton. À voir. Après, c'est vrai que le porno a souvent été un pionnier en termes d'utilisation de la technologie pour aller toujours plus loin en termes de sensations. Donc à voir. Shueisha, c'est un très gros éditeur japonais. Bah, merci pour l'info, Baron Marioton, je ne connaissais pas du tout. Voilà. Donc on continue comme je vous disais avec la petite brève concernant les petites habitudes concernant l'App Store et la validation des apps à la période de Noël. Donc pour les développeurs, vous le savez déjà, traditionnellement à la période de Noël, Apple fait un petit shutdown des validations des applications lorsqu'elles sont soumises sur l'App Store, parce que vous le savez, pour avoir une mise à jour disponible ou une application disponible sur l'App Store, il faut qu'elle passe par un processus, excusez-moi pour les anglicismes, un processus de validation sur l'App Store. Le problème, en tout cas le problème pour ces développeurs, c'est qu'en fait à la période de Noël, il y avait une fermeture du processus de validation et de review, pas de review, mais de revue des applications soumises sur l'App Store, et donc du coup ça ralentissait, ça mettait un petit peu en pause, ce qui est un petit peu problématique parce que du coup il fallait s'assurer que la dernière mise à jour était vraiment fiable, et que du coup tout ce qu'on voulait un peu lancer à la période de Noël, il fallait le faire bien avant, surtout que du coup tout le monde se précipitait courant décembre, et donc du coup il y avait un engorgement des validations des applications soumises à l'App Store tout le mois de décembre, et donc c'était un petit peu compliqué à gérer. Là, a priori, ils tendent à un petit peu aplanir et fluidifier un petit peu le processus, parce que finalement, ils ne vont plus fermer. Pour rappel, l'année dernière, ils avaient fermé du 23 au 27 décembre 2020. Et ben, en ce mois de décembre 2021, ils ont informé qu'ils n'allaient pas fermer et arrêter les processus de validation des applications soumises à l'App Store. Donc voilà, donc ça va simplifier un petit peu le travail. Marion en direct sur BBC à mes yeux. What? Ah oui, c'est pour mes anglicismes. Bah oui, écoutez, on est exotique un petit peu chez Nowtech.
Mais voilà, donc c'est une bonne nouvelle quand même dans la communauté des développeurs parce que je pense que ça va fluidifier le travail et surtout les validations de fin d'année. Alors, il y aura quand même du ralentissement, ils préviennent quand même que certes, ils vont pas fermer, mais il y aura quand même un ralentissement pour la validation des apps, donc à prévoir encore une fois, faut pas non plus s'y prendre au dernier moment, mais ça sera quand même peut-être un peu mieux géré que les années précédentes. Plus de vacances de Noël pour les valideurs. Ou tout simplement, ils ont prévu des rotations pour les vacances, où ils ont une équipe plus large. Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai pas souvent pris de vacances à Noël. Je suis en train de me dire que peut-être cette année, j'allais en prendre, mais je crois pas que les années précédentes, j'en ai pris. Donc tu vois, voilà. Et généralement, tu as toujours un groupe de personnes qui s'en va pour Noël, un autre groupe de personnes qui s'en va peut-être pour le premier de l'an, etc. Donc tu peux varier. Il y en a d'autres qui vont peut-être privilégier Thanksgiving, surtout aux États-Unis. Donc à voir, tu vois. Finalement, il y a pas mal d'astuces. On peut être flexible. En tout cas, moi, ça n'a jamais été un problème à mon époque, enfin jusqu'ici. Peut-être que cette année, je vais le faire, mais je ne sais pas encore. Donc voilà, en tout cas, bonne nouvelle pour les développeurs. Ça va simplifier un petit peu le travail, mais encore une fois, il faudra faire attention quand même à anticiper parce que ça ne va pas non plus tout résoudre. On continue et cette fois-ci, on va prendre des nouvelles de la société Peloton. Peloton, société qui officie principalement, il me semble, plutôt aux États-Unis. Je crois pas que leurs produits soient disponibles en France. N'hésitez pas à me dire si je dis des bêtises dans la chatroom. Mais on en avait beaucoup parlé lors du confinement, puisque Peloton, c'est une société qui commercialise de l'équipement pour faire du sport, notamment des vélos électriques d'appartement ou de maison, en tout cas d'intérieur, qui vous permet du coup de faire de l'exercice depuis le confort de votre chez vous. J'allais dire maison, mais maison ou appartement. Et donc du coup, ils avaient vu leurs revenus exploser. Alors d'abord, ils avaient une très très bonne communication autour de la marque. Ils avaient pas mal de personnalités d'influenceurs qui avaient opté pour la marque Peloton pour leur équipement, puis c'était assez avancé d'un point de vue technologique, mais là tout simplement ils ont publié leur rapport là des derniers trimestres, et puis on voit tout simplement que les ventes ralentissent, ralentissent, elles sont moins importantes que prévu, puisque finalement leur revenu a quand même continue à croître de 6%, mais 6% était beaucoup moins que ce qu'ils avaient anticipé finalement, que ce qu'ils avaient prévu en termes de ventes. Et donc les ventes notamment pour leurs vélos et leurs tapis ont baissé de 17%. C'est quand même assez conséquent. Voilà, et on a notamment le Chief Financial Officer, Jill Woodworth, qui a expliqué aux analystes qu'en effet, ils avaient peut-être sous-estimé finalement l'impact de la réouverture finalement de la société en général, c'est-à-dire le retour au travail, la réouverture des salles de sport et compagnie, la sortie du confinement, où les gens vont potentiellement reprendre le sport soit en extérieur, soit en salle de sport, soit du coup en groupe, et donc du coup le faire depuis chez soi, c'est pas super sympa. Et donc du coup, ça a impacté évidemment le potentiel de vente qu'ils ont pu effectuer durant le dernier trimestre. Donc pas de très très bonnes nouvelles du coup pour Peloton. Surtout qu'on peut comparer avec du coup les autres sociétés, notamment la société Planet Fitness qui elle du coup a des salles de gym, vraiment voilà, des salles de sport physique, et donc eux qui ont du coup été très négativement impactés évidemment par le confinement, puisque du coup ils avaient probablement dû fermer, etc. Et qui ont communiqué sur le fait qu'ils étaient presque revenus à des niveaux de pré-pandémie finalement, avec le nombre de personnes qui viennent en salle. Donc voilà, c'est plutôt positif. Donc c'est vrai que du coup Peloton a vu comme résultat leurs actions baisser, la valeur des actions largement baissé, ça continue à être sanctionné récemment. Alors, tandis que Planet Fitness, du coup, la société de salles de sport, de salles de gym, eux ont vu finalement leur action remonter, puisque du coup, finalement, c'est plutôt rassurant pour les salles de sport. Donc,
c'est pas complètement étonnant hein, pour Peloton. Il y avait quelques signes avant-coureurs qu'on avait pu voir, notamment en août dernier. Peloton avait un peu baissé le prix de leur vélo d'appartement le moins cher de 20% déjà. Hein. Il avait baissé à 1495 $, ce qui reste quand même très cher, mais je vous rappelle que l'équipement de Peloton était quand même très perfectionné, très haut de gamme. Ils avaient quand même des prix très forts. Et donc, voilà, ils ont en effet reconnu que la vente même de leur vélo le plus accessible, finalement, avait été décevante, en tout cas en dessous de leurs attentes. Alors après, qu'est-ce qui reste en termes de stratégie pour Peloton? Alors, il y a plusieurs axes de développement disponibles en termes de business. On a notamment étendre un petit peu la gamme de produits de fitness à la maison, notamment avoir des espèces de bracelets pour traquer son activité. Voilà, donc pourquoi pas, parce que finalement ces bracelets d'activité n'ont pas vu la même baisse que finalement les appareils de Peloton ont pu voir, donc pourquoi pas. Donc, ils pourraient continuer à se développer là-dessus. Ils avaient notamment eu des rumeurs de développer un bracelet qui pouvait monitorer l'activité cardiaque. Donc, pourquoi pas finalement continuer sur cette rumeur et le sortir réellement. Alors, c'est peut-être dans les cartons. Hein. Et... excusez-moi, j'ai plus accès à mon article. Ah! Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus accès à l'article. Ou bref, finalement, l'autre aspect dans lequel il pouvait se développer, c'était finalement revenir dans le monde réel, c'est-à-dire qu'en fait, Peloton a déjà quelques spots de gym dans des espaces réels où ils peuvent voilà, officier. Ben, pourquoi pas finalement continuer à développer cet aspect-là. Les investisseurs, ou en tout cas les analystes, seraient plutôt optimistes par rapport à ça. Parce que je pense qu'après la pandémie, finalement, ces confinements, les gens ont peut-être plus cette volonté de vouloir se voir à des occasions, voilà, plus souvent, et de se voir, de se rencontrer, de faire du sport ensemble, de se retrouver, entre guillemets. Ça va être le gros problème des entreprises qui ont explosé pendant le confinement. Leur utilité se retrouve remise en question et il faut changer ou développer leur activité. Ouais, je pense qu'en fait, on a été dans deux extrêmes. Surtout durant le confinement où on a été dans l'extrême de tout numériser, de tout faire à distance, etc. Et que finalement, on a eu un écœurement, un gros ras-le-bol, c'est-à-dire que les gens n'attendaient qu'une chose, c'était finalement de pouvoir se retrouver, de pouvoir ressortir, etc. Donc du coup, je pense qu'on a eu un peu un gros mouvement, et donc il y a eu un gros passage forcé vers le confinement, et donc l'adoption d'outils, et notamment la téléconsultation, hein. Voilà, il y a eu un gros boom de téléconsultation, notamment en santé, qui a fait avancer en tout cas l'adoption de la téléconsultation avec des années d'avance, ce qui est ici positif, puisque du coup ça rend l'accès aux soins quand même plus facile. On le voit notamment largement dans la santé mentale, notamment, où il y a eu un gros boom, ça baisse la barrière à l'adoption et finalement à passer le cap sur la thérapie ici pour la santé mentale, ce qui est très positif, parce qu'il y a quand même des gros stigmates encore sur la santé mentale, notamment en France, mais pas que, dans de nombreux pays. Et donc du coup, réduire un petit peu la barrière et démocratiser finalement et faciliter l'accès aux soins ici, c'est hyper positif. Mais de l'autre côté, du coup, une fois que ça a été fini, les gens étaient assoiffés finalement de contacts physiques, de relations en réel. Moi, je le vois ici, hein. Par exemple, avec Alan, des fois on a besoin évidemment de se parler. Alors, c'est vrai qu'Alan a une culture de travail à l'écrit et asynchrone, mais des fois on a quand même besoin de juste rapidement discuter pendant 5 minutes pour se mettre d'accord à l'oral parce que c'est plus facile.
quitte à prendre des notes ensuite à l'écrit et les partager avec le reste de l'équipe. Et c'est vrai que finalement, on va privilégier, quand les deux personnes sont par exemple sur Paris, de se dire, bon, bah, quand est-ce que tu es au bureau cette semaine? Bon, bah, on en profite pour se parler ce jour-là, puisqu'en fait, on a envie de se voir et de recréer ces opportunités de se voir. On en a marre des appels vidéo, quoi. C'est qui, Alan? C'est ma boîte, en fait. C'est la boîte pour qui je travaille sur Newt. C'est vrai que je vous ai sorti ça complètement hors contexte, mais c'est tout simplement la boîte pour laquelle je travaille. Et donc, on avait une culture dans cette boîte, et on l'a toujours, qui favorise le travail à l'écrit et en asynchrone. C'est une assurance santé, tout à fait. Et du coup, même moi, je le vois au quotidien. Finalement, quand on se pose la question, bon, on se fait un appel vidéo. Non, en fait, plus naturellement, c'est quand est-ce que tu es au bureau cette semaine? On en profite pour le faire là, quand c'est pas urgent, quoi. Quand c'est pas urgent, on en profite pour le faire. Et ce qui est chouette, finalement. Voilà. Donc même moi, ça me fait du bien, quoi. Donc voilà, donc je suis pas tout à fait étonnée de ce qui se passe en tout cas pour Peloton. Ça veut pas dire qu'ils vont couler, mais en tout cas ils vont devoir redoubler d'imagination, ou en tout cas renforcer un petit peu leur business model les concernant. On continue avec les deux, je crois qu'il nous reste 2 derniers articles, exactement, donc c'est nickel. On termine avec notamment Netflix. Qu'est-ce qui se passe du côté de Netflix? Alors, pour ceux qui n'étaient pas au courant, hein, petit récapitulatif, Netflix a lancé récemment un service de gaming qui est disponible sur Android. Et donc ils veulent désormais commercialiser des jeux, pas que leur plateforme finalement de divertissement, mais ils veulent commercialiser leurs jeux et devenir finalement un acteur du gaming, une plateforme de gaming, c'est-à-dire continuer sur le divertissement mais étendre à plus que des films. Alors c'est intéressant parce qu'ils avaient commencé par des films, des séries, des programmes vidéo. Ensuite, ils avaient testé les programmes vidéo interactifs où vous pouviez choisir la fin. Rappelez-vous un peu de ce programme dont vous êtes le héros, finalement. Et après, finalement, ils vont encore plus loin sur l'interactivité ici, puisqu'ils vont directement vers le secteur des jeux. Donc là, c'est intéressant avec Netflix Games. Et ils veulent pas s'arrêter à Android, puisque finalement, ils veulent mettre à disposition leurs jeux sur les appareils Apple. Mais vous le savez, les règles établies par Apple sur l'App Store rendraient la contrainte de déployer et distribuer les jeux sur l'App Store très très compliqué pour Netflix. Puisque Netflix Games tend à fournir une expérience indépendante qui permet notamment de télécharger et de lancer un jeu directement depuis l'application Netflix Games. Mais du coup ici ce serait pas possible parce que Netflix Games serait une plateforme concurrente de l'App Store, et donc du coup pour télécharger l'application Netflix Games il faut aller sur l'App Store, et donc du coup l'application se ferait se ferait rejeter tout simplement. On parlait des process de validation d'app, là l'application se ferait rejeter. Donc évidemment, on a des sociétés qui sont un peu dans la même situation déjà aujourd'hui, hein. On a déjà le problème avec les services de cloud gaming, on en a parlé aussi avec Shadow, on en a parlé avec Xbox Cloud Gaming, Nvidia, GeForce Now, on a Google Stadia également qui rencontre le même problème, et Facebook aussi. Comment ils font aujourd'hui? Ils contournent le problème en proposant leur catalogue tout simplement via une application web. Voilà. Donc ça contourne, c'est pas une solution idéale, loin de là, mais ça permet de contourner. Ici, le service commencera a priori, dans tous les cas, par proposer ces jeux directement sur l'App Store, donc comme il le fait avec Android, c'est-à-dire les jeux apparaissent dans un onglet de l'application Netflix, mais se téléchargent depuis le Google Play Store. Voilà. A priori, c'est un fonctionnement qui a fait ses preuves, à voir comment ça va se passer. Très probablement, Apple subit de plus en plus de pression par rapport à leur politique sur l'App Store. Il est fort à parier que dans les mois à venir, ils vont devoir changer leurs conditions d'utilisation de l'App Store. À voir sous quel laps de temps, hein. Mais en tout cas, moi, c'est un avis personnel, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'on va reconnaître qu'ils ont un monopole aujourd'hui via cet environnement complètement fermé sur lequel ils ont complètement le contrôle à 100% sur quelles apps peuvent y aller, quelles apps ne peuvent pas y aller, qui va donc aller au détriment de la compétition, et donc du coup potentiellement vont être demandés de changer leurs règles. Voilà.
À voir. Quelle bande de relou Apple? Oui, non, Quentin Metz. Il ne faut pas non plus cracher sur les avantages qu'a permis aussi cet App Store, qui a permis aussi un App Store complètement sécurisé, avec une qualité d'application qui a été prouvée, qui n'est pas la même quand même que sur Android. Enfin, voilà, qu'on en dise quoi qu'on veuille, hein, mais moi, c'est mon avis. Maintenant, voilà, est-ce que c'est viable en 2021? Je pense qu'un modèle qui était viable au lancement et qui a eu ses avantages, maintenant, n'est pas forcément tenable dans la position dans laquelle Apple est aujourd'hui sur le marché des App Store et des smartphones. Voilà. Je lis un petit peu vos commentaires. Flonflon qui me dit: par contre, Marion, tu disais que les gens avaient envie de se retrouver pour faire du sport. Je crois que tu as mal dit pour boire des verres. Non, mais évidemment. Évidemment. La première activité du confinement pour certains, pour pas mal, c'était justement de se divertir en prenant des coups, ce qui a causé certains problèmes évidemment. Maintenant, on a envie de le faire plutôt socialement en se voyant, mais voilà. Mais pas que. Voilà, voilà. Du coup, je vous propose de terminer tranquillement sur le dernier article. Le dernier article qui donc concerne l'obligation pour les constructeurs de mettre à disposition lorsqu'ils commercialisent un smartphone une paire d'écouteurs. Voilà. Donc d'où ça vient ça? Eh ben tout simplement ça vient d'une inquiétude sanitaire qu'il y avait à l'époque lorsque les smartphones étaient pas encore étaient relativement récents finalement sur le marché. On avait un petit peu cette angoisse que il y avait une existence d'un lien de cause à effet entre une exposition aux champs électromagnétiques produits par les téléphones et des pathologies chroniques. Voilà, donc on avait cette inquiétude sanitaire liée au smartphone et donc du coup pour permettre aux personnes et encourager peut-être d'avoir une certaine distance avec le téléphone et la tête finalement, parce qu'en fait avec le smartphone on est toujours comme ça, hein, et ben il y avait une loi qui était passée finalement sur obliger tout simplement les constructeurs lorsqu'ils commercialisent un smartphone à mettre dans le coffre, le boîtier, une paire d'écouteurs pour permettre justement ça. Et donc du coup, finalement, cette inquiétude, elle a été prouvée. Maintenant, on a eu de nombreux rapports qui ont prouvé et rassuré sur le fait qu'il n'y a pas forcément de lien de cause à effet entre les deux phénomènes. Et donc du coup, maintenant, il y a une nouvelle loi qui est passée qui va plus prendre en compte justement l'impact environnemental du numérique ici. Et donc du coup, qui dit numérique dit technologie, smartphone et compagnie. Et donc du coup, qui va enlever finalement cette obligation pour réduire l'impact environnemental de ce commerce-là. Et c'était quelque chose, une démarche que Apple avait déjà tenté de prendre fin 2020, puisqu'ils avaient supprimé les écouteurs de la boîte des nouveaux téléphones, sauf en France, puisqu'ils avaient cette fameuse obligation. Donc très clairement, c'est quelque chose qui va, je pense, dans le sens en effet de l'environnement, qui va également dans le sens du business, puisque du coup, ça fait moins de coûts, hein, moins de gâchis, moins de coûts. Ça peut aider à faire aussi baisser le prix des appareils, donc plus facilement accès en termes de pouvoir d'achat, plus facilement accès aussi au grand public, donc à voir, mais ça fait des économies, comme le dit DJ Boulette, ça fait des économies d'échelle, comme avec les chargeurs, exactement. Voilà. Donc pas besoin de s'étendre, il n'y a pas plus de choses à faire. Maintenant, la seule interrogation qui reste à avoir, c'est quel constructeur va passer à l'étape finalement d'enlever les écouteurs ou pas. Je pense que Apple, il n'y a pas trop de doute, hein, ils vont harmoniser, ça va simplifier la logistique du côté d'Apple. Ils n'auront plus besoin d'avoir, parce que je vous le rappelle, ils avaient du coup un emballage spécifique en France qui est un peu plus grand pour prendre en compte à la fois le boîtier de l'iPhone et les écouteurs à côté. Donc ça, il n'y aura plus besoin, donc ça va vraiment, vraiment simplifier. À voir si tous les constructeurs vont y passer. Pas trop de doute, certes, certains vont vouloir peut-être se différencier sur garder les écouteurs.
Mais bon, à voir. Tout le monde le dit, du coup, du coup, toutes les 3 fois, cette expression est décidément à la mode. Oui, désolé, je me répète, ouais. Augmenter les marges des constructeurs, oui, sur Newt, évidemment. Maintenant, ça va quand même faire des économies et il y a aussi un intérêt à réduire le prix d'appel pour les smartphones. Là, on a les anti-Apple qui s'expriment. Apple faire baisser ses prix car part d'écouteurs, je n'y crois pas une seconde. Bah, on verra, on verra. Peut-être, peut-être pas. On peut prendre les paris. Voilà, c'est la fin de l'émission. Juste avant de passer à la tartine, je voulais vous parler du coup parce qu'on n'a pas de sponsor ce matin, mais du coup on peut du coup prendre un petit peu de temps. Décidément, je répète les du coup. Maintenant que tu me l'as dit, je l'entends tout le temps. Mais on peut en profiter pour remercier justement les contributeurs ou tout simplement vous qui nous soutenez, ne serait-ce qu'en regardant l'émission, en contribuant aussi dans la chatroom, en vous abonnant aussi sur Twitch. Bref, mais un grand, grand merci à tous ceux qui nous aident à poursuivre l'aventure Naotech, l'aventure Le Mug aussi, et à rémunérer les personnes qui travaillent à plein temps, tout simplement pour Naotech. Je vous le rappelle d'ailleurs. Merci à Samuel de partager du coup le lien Patreon dans la chatroom, mais un grand, grand merci à tous ceux qui peuvent se permettre de nous soutenir financièrement via Patreon, via même les liens d'affiliation, même du coup s'il n'y a pas d'impact sur le prix de l'objet que vous achetez via les liens d'affiliation, mais un grand merci à tous ceux qui prennent le temps, l'effort et qui peuvent se permettre financièrement de nous soutenir, et ne serait-ce que pour ceux qui ne peuvent pas regarder nos vidéos, mettre des pouces comme ça sur YouTube quand la vidéo vous plaît, ou tout simplement en parler autour de vous quand vous avez des proches qui pourraient être intéressés par la chaîne. Tout ça, ça nous aide vraiment beaucoup. Donc un grand, grand merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. C'est très important pour nous. Et on a vraiment de la chance d'avoir une communauté en or comme vous êtes dans la chatroom. Même quand on aborde des sujets un petit peu polémiques, un petit peu compliqués. Moi, j'ai pu le voir les semaines dernières. C'est quand même, ça se passe dans la bonne humeur et le respect de chacun. Donc ça, c'est vraiment un grand, grand plaisir. Je lis un petit peu vos commentaires. Voilà, donc un grand merci en tout cas à vous tous. Je vous propose de commencer sans plus tarder avec la tartine et la fameuse série que je voulais vous recommander ce matin. À tout de suite dans la tartine. Hop. Donc voilà, donc ce matin, je voulais vous parler d'une série qui a été une mini-série qui a été un gros gros coup de cœur ce week-end. Je l'ai découverte ce week-end, donc c'est vraiment vraiment tout récent. Elle est sur Netflix. Je l'ai découverte un peu par hasard, voilà, je cherchais des petites choses. Je sais plus ce qu'on avait terminé, oui. Non, on n'a pas encore terminé Fondation. Je sais plus quelle série on avait terminé, mais donc du coup j'avais un petit peu de place dans mon planning de séries et donc du coup je me suis lancée sur la série Made, tout simplement. Donc là vous pouvez voir l'affiche et quelques visuels. Donc en gros le principe pour le pitch de Made, c'est une histoire donc qui est tirée des mémoires de la journaliste Stephanie Land, voilà, qui s'appelle Made, Hard Work, Low Pay and a Mother's Will to Survive, et donc qui donne vie à la mini-série Made. Qui est arrivé donc en octobre 2021 sur Netflix, donc c'est vraiment vraiment tout récent, c'est une création originale. Et c'est quoi le pitch? Et ben en fait c'est l'adaptation d'une histoire vraie, donc encore une fois celle de Stephanie Lan, comme je vous le disais, qui raconte l'histoire ici d'Alex, une mère célibataire en proie à des difficultés financières et qui est en proie à des... Excusez-moi, je perds
je perds mon latin ce matin, à des violences et des agressions et une maltraitance émotionnelle. Voilà, donc là c'est principalement émotionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, en tout cas là où j'en suis dans la série, il n'y a pas eu d'agression physique, mais elle en proie à de la maltraitance émotionnelle et qui décide de devenir une femme de ménage, de quitter le foyer et de devenir femme de ménage pour subvenir à ses besoins et ceux de sa fille. Donc voilà, donc là vous avez un petit peu le pitch. Donc c'est pas forcément un pitch super sexy, mais c'est quand même un pitch moi que j'ai trouvé intéressant, que j'ai trouvé assez intéressant. Alors après c'est vrai que je trouve qu'en termes d'image, comme je vous l'ai montré hein, justement sur l'iPad. Ici, comme quand je vous le montrais avec l'affiche, voilà, donc c'est, vous voyez, j'avais mes anti-sèches quand je fais de l'anglicisme. Voilà, je trouve qu'au niveau de l'affiche, je trouve que l'affiche était assez forte. Après, ils ont casté une actrice, moi, qui je trouve a beaucoup beaucoup de talent. L'actrice s'appelle, attendez que je vous retrouve ça. Est-ce que je vais le retrouver? Hop, hop, hop. Margaret Qualley. Voilà, donc l'actrice principale que vous pouvez voir sur l'affiche, c'est Margaret Qualley. Et c'est vrai qu'on l'avait vue notamment dans The Leftovers, puisqu'elle jouait l'adolescente. Et on l'avait vue également, pour ceux qui ont vu ce film, Once Upon a Time in Hollywood. Je crois que c'est le dernier hein, d'ailleurs de Quentin Tarantino. Et elle jouait la jeune femme qui essayait de séduire un petit peu Brad Pitt, voilà, le cascadeur, il jouait le cascadeur dans le film. Et elle avait joué notamment aussi dans une pub pour, je sais plus si c'était un parfum ou quoi, où elle faisait une chorégraphie assez impressionnante. Donc voilà, donc c'est quand même une figure qu'on voit pas mal hein, quand même ces derniers temps à Hollywood. Donc elle n'est pas non plus complètement anonyme. Pourquoi non plus elle n'est pas complètement anonyme ? Pour ceux dont la tête dit quelque chose, moi en tout cas la première fois où je l'avais vue, j'étais là mais elle me dit quelque chose, elle ressemble à quelqu'un, on dirait une fille d'eux. Et c'est vrai qu'on est un peu dans cette génération où on retrouve un petit peu tous les enfants des stars qui ont bercé notre enfance, et là c'est un peu le cas, puisqu'en fait c'est tout simplement la fille d'Andy McDowell. Voilà, donc pour ceux qui ne voient pas qui c'est Andy McDowell, je vais vous montrer quand même. Donc actrice ultra connue que je vous montre ici. Donc voilà. Et quand même, il y a un sacré air de ressemblance. Hein. Donc si je vous montre avec sa fille. Donc voilà, Andy McDowell, c'est 4 ou 3 mariages d'enterrement, je ne sais jamais le nombre. Mais voilà, vous pouvez la voir avec sa fille. Ici, donc on a les deux ici, on a Margaret Qualley et Andy McDowell. Et ce qui est très très chouette finalement dans la série aussi, c'est qu'on retrouve les deux actrices ensemble qui jouent justement leur rôle, pas vraiment, mais un rôle mère-fille finalement, puisqu'Andy McDowell va jouer le rôle donc du coup de l'actrice principale, dont je ne connais plus le nom. De Alex, du coup. Voilà, donc le personnage Alex, qui est joué donc par Margaret Qualley, va avoir donc sa mère qui est jouée par Andy McDowell. Et donc il y a des moments très très poignants, parce qu'autant vous dire qu'elle vient d'un milieu familial dysfonctionnel. Alors, j'ai pas envie de vous dire uniquement un milieu familial dysfonctionnel, puisqu'en fait elle vient d'un milieu déjà pauvre, compliqué, donc qui n'a pas accès aux mêmes opportunités que l'on pourrait avoir avec un autre environnement, que ce soit d'un point de vue géographique, financier, social et même donc familial, elle a pas forcément toutes les chances de son côté, quoi. Et donc du coup, on va la suivre, et on va la suivre un petit peu, ce qui la qualifierait peut-être dans cette série, c'est la résilience. C'est-à-dire que malgré les difficultés qu'elle rencontre, elle va se battre. Et il y a une espèce de lumière autour de ce personnage qui va dire qu'elle baisse pas les bras, ou en tout cas moi, au moment où j'en suis,
il y a des rechutes, mais elle baisse pas les bras. Il y a toujours une notion de lumière. On n'est pas dans le pathos dans cette série. Et donc, moi, c'est ce qui me tient, en fait. Je la trouve assez hypnotisante, finalement, dans cette série. Alors, on n'est pas dans le voyeurisme. On n'est pas dans le voyeurisme de voir tous les malheurs qui s'abattent sur cette jeune femme qui se débat avec sa petite fille. D'abord pour pour en avoir la garde. Ensuite, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Ensuite, pour pouvoir lui offrir une enfance et un environnement de développement adéquat malgré le niveau de vie qu'elle a. Voilà. Et donc, c'est assez poignant d'abord, assez touchant parce qu'il y a des vrais moments de tendresse, il y a des moments un peu ironiques aussi. Donc, c'est pas, on n'est pas dans l'apitoiement. J'ai horreur de ça, moi, personnellement. Et je trouve que cette série a trouvé le juste milieu et le ton parfait pour parler et dévoiler au grand jour tout l'aspect vicieux de la maltraitance émotionnelle finalement. Déjà, quand on discute de violence conjugale, la première chose qui vient à l'esprit, c'est les violences physiques. Mais finalement, ça met dans l'ombre toute une partie des violences qui ne sont pas physiques en elles-mêmes, mais qui sont émotionnelles. Ah, voilà, donc je raffiche le chat parce que je ne vous voyais plus depuis tout à l'heure. Et donc toutes ces violences émotionnelles, comment on va finalement emprisonner une personne en lui enlevant son seul moyen de se déplacer, son seul moyen de pouvoir gérer ses finances, le fait de lui empêcher d'avoir un boulot et de ne pas être indépendante financièrement, ce genre de choses qui finalement vont la couper de tout lien extérieur, finalement, n'avoir des relations qu'avec les relations de son partenaire, et donc du coup, elle n'aura pas d'amis à elle, parce que tous les amis qu'elle a, ça sera à travers son partenaire. Tout ça vont aboutir à un isolement, une espèce de prison émotionnelle qui vont faire en sorte qu'elle ne pourra plus se sortir de cet environnement et elle va être complètement à la merci de son partenaire. C'est aussi des violences réelles qui existent. Sauf qu'aux États-Unis, la reconnaissance des violences émotionnelles n'est pas égale dans tous les États et n'est pas égale aux violences physiques. Et là, c'est un peu le cas auquel elle se heurte ici, c'est-à-dire que les associations vont reconnaître les violences émotionnelles, mais l'État ne va pas reconnaître juridiquement les violences émotionnelles. Donc elle va se retrouver un petit peu dans un trou juridique pour bénéficier des aides, pour essayer de s'en sortir, d'avoir... Voilà. Et on va se retrouver, donc on va avoir à la fois l'angle violence conjugale et émotionnelle, on va avoir l'angle de l'absurdité du système finalement, de pouvoir bénéficier d'aide, il faut pouvoir prouver qu'on a un emploi, et donc pouvoir avoir un emploi, il faut avoir un certain revenu pour pouvoir se déplacer, pour faire les ménages, et pour pouvoir se déplacer, etc. Et vous voyez que c'est finalement un cercle sans fin, et donc pour pouvoir s'en sortir, il faut avoir une volonté de faire. Et donc c'est pas forcément donné. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont très très intéressantes. La relation mère-fille est très émouvante aussi sur la santé mentale exactement, également, etc. Donc voilà, donc il y a tout ça, ces relations familiales, ça a l'air joyeux tout ça. C'est vrai que je dépeins pas un cadre super rigolo, et c'est vrai que autant j'ai pu vous présenter What We Do in the Shadow la semaine dernière, cette semaine c'est clairement différent, mais je trouve qu'elle l'aborde encore une fois. Il y a des vrais moments de lumière, lumineux dans chaque épisode. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose de super lourd. Alors, je vous cache pas que après certains épisodes, j'ai pas envie d'en regarder et d'enchaîner la suite. J'ai envie de prendre le temps de digérer ce que j'ai vu, parce qu'il y a certaines choses qui sont très très difficiles. Il y a peut-être certaines choses aussi qui vont faire écho à certaines difficultés que vous avez pu vivre vous-même, que ce soit avec votre famille, votre environnement, etc. Donc du coup, ça sonne juste. C'est ça qui est très très fort avec cette série, c'est que je trouve que ça sonne juste. Alors moi, j'ai pas fait l'expérience de tous les drames qu'elle a pu voir, mais je pense qu'on a tous eu à un moment donné eu certaines difficultés, et donc ça peut faire écho plus ou moins. Et donc du coup, il y a des moments, tu as envie de te dire, ok, j'ai besoin de digérer, prendre un peu de temps.
et ensuite de pouvoir savourer finalement la série au rythme. C'est pas une série qu'on binge-watch vraiment. Alors je vous avoue, le premier soir j'ai binge-watché, je crois que j'en ai vu trois épisodes. Mais après, je ralentis parce qu'en fait, j'ai envie de prendre le temps. Je me suis attachée aux personnages. Je pense qu'ils sont très très forts. Surtout elle. On suit vraiment Alex. Hein. On va suivre aussi les personnages secondaires qui ont quand même tendance à être toxiques autour d'elle. Et puis on va voir si finalement elle arrive à s'en sortir, si elle n'arrive pas à s'en sortir. Il y a aussi des statistiques qui sont partagées, c'est-à-dire que les personnes victimes de violences conjugales, en moyenne, ont cette rechute avant d'arriver potentiellement à s'en sortir. Cette rechute, c'est énorme, c'est-à-dire qu'elles vont revenir dans cet environnement toxique, elles vont de nouveau ressouffrir, etc. Mais c'est des choses dont on ne parle pas suffisamment. Et là, je trouve que c'est une série qui l'aborde de manière juste, émouvante, forte, et qui donne quand même de l'espoir sans embellir le tableau non plus. Voilà. Avec une actrice émergente parmi les centaines de no-name qui méritent de percer, le message aurait eu plus de poids. C'est-à-dire, Olek, pour moi, c'est une actrice émergente. Hein. Donc, pour expliquer la pauvreté, on prend des riches en génération. Ah, les pauvres, ils sont courageux, typiquement US comme propos. Tifo Nuke, je trouve que c'est un peu facile d'alimenter la polémique. On peut lui reprocher, on peut reprocher en effet qu'ils ont pris une actrice qui vient d'un environnement aisé, etc., parce que c'est une fille d'eux, etc. Je pense que le but de la série, c'est de parler de ça. Ils ont pris une actrice qui est d'abord une bonne actrice. Hein. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a des actrices qui viennent de milieux défavorisés qui ne sont pas bonnes, qui ne font pas bien leur travail. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut pas jeter la pierre à la série quand elle essaye d'avoir un propos et de le faire intelligemment ici. Euh, voilà, c'est facile de voir que du négatif. Ils auraient pu aller plus loin, mais en même temps, est-ce que... ouais, enfin, je sais pas. Pour moi, c'est pas le cœur du sujet, quoi. Pour moi, c'est vraiment pas le cœur du sujet. Peut-être pas dans le mood pour ce moment, pour ça en ce moment. Si vous, alors, en effet, si vous passez par un événement ou un moment personnel difficile, j'irai pas vous dire d'aller voir la série. Si en ce moment ça va, vous n'avez pas d'événement particulier ou c'est le quotidien, franchement allez-y, hein, la série elle est pas déprimante. Hein. Je dis pas ça, voilà, elle est pas déprimante, la BO est somptueuse, il y a des vrais moments de poésie, il y a des moments aussi de projection, alors il y a des flashbacks, il y a des moments où elle rêve, où elle se projette, et ils sont habilement mêlés aux scènes du quotidien, et des fois on en vient à se poser la question si ça arrive vraiment ou pas, et donc du coup ça passe vraiment très très bien quoi. Donc du coup, ça amène de la légèreté, de la poésie dans la série, et je trouve que ça rend vraiment bien. Alors, j'en parle peut-être pas assez bien de cette série, mais vraiment pour moi, ça a été un gros, gros coup de cœur. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le traitement visuel. D'abord, la photo est très belle dans le sens où elle va pas, elle est pas esthétisante à l'extrême. Et donc du coup on va avoir le grain de peau, on va avoir quand la peau brille un petit peu parce qu'elle a fait du ménage, etc. Donc elle n'est pas tout le temps à son avantage. C'est ça que j'aime bien aussi quand on voit par exemple cette image, voilà, elle n'est pas non plus habillée, maquillée, etc. Elle est très très nature. Alors certes, c'est une actrice qui a énormément de charme, évidemment, mais je trouve que c'est pas esthétisant à l'extrême. Pareil en termes de tenue, ils vont adapter. Enfin voilà, je trouve que... Mais à la fois, vous allez avoir ce genre de visuel aussi qui va être très joli, avec une lumière douce, qui va donner une belle lumière sur les visages des acteurs, etc., qui va apporter de la douceur, de l'empathie aux personnages dans la série. Et c'est ça que je trouve vraiment le défi bien relevé, en tout cas, de la série. J'ai l'impression qu'il vise un Golden Globe, je sais pas.
je pense que surtout le but de la série, c'est d'apporter de la lumière sur ce type de phénomène dont on ne parle pas assez aujourd'hui dans la société. Paul Position nous dit « Ma femme a adoré cette série, moi moins, le personnage m'a paru très ambigu. » Ah ouais, hyper intéressant, Paul Position. Ça m'intéresserait d'en savoir plus sur en quoi le personnage a paru très ambigu. Je pense que ce qui est très intéressant dans la série, c'est combien les violences émotionnelles peuvent être mesquines et difficiles à décoder. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des commentaires, et il y a des moments où elle va rechuter, c'est-à-dire elle va revenir auprès de la personne qui l'abuse et qui fait ces violences émotionnelles. Et il y en a qui vont dire non, mais en fait, elle joue un double jeu, ou elle en profite, ou elle est un peu trop conne pour s'en sortir. Et en fait, c'est justement le piège des violences émotionnelles, c'est d'arriver à mettre un doigt dessus, à déjà intégrer le fait que ce sont des violences émotionnelles, que ici c'est une victime, et donc que finalement elle va avoir tellement peu d'estime d'elle-même qu'en se disant qu'elle ne mérite que ça, elle va retomber finalement dans ce schéma et sous la coupe de la personne qui l'abuse. Donc c'est là où je la trouve extrêmement égoïste, elle a toujours besoin de quelqu'un tout en se revendiquant une femme libre. Ouais, bah, tu vois, moi j'ai pas du tout cette vision-là. Et je trouve que justement, donc je trouve ça un peu triste que finalement tu l'aies perçu sous cet angle-là, mais moi finalement je ne le vois pas du tout de cette manière-là. C'est-à-dire qu'en fait le système fait tout pour qu'elle ne puisse pas s'en sortir toute seule. Voilà. Et donc c'est assez dramatique, mais je trouve que c'est bien montré. C'est-à-dire qu'elle a quand même une volonté de faire dans un environnement profondément toxique. Et au contraire, c'est vrai qu'elle refuse beaucoup de fois l'aide. Les hommes voient pas la vie des femmes même sous le même angle ou sous le même angle que les femmes, c'est vrai. Et je trouve que justement c'est ce qui est intéressant dans cette série. D'ailleurs la réalisatrice est une femme, hein. Marion, il est 14h45. oui, j'arrête. Dernière phrase et puis après je vous laisse. Mais vous êtes toujours là aussi, hein. Donc comme vous continuez à discuter, je continue. Mais je pense que c'est intéressant, c'est que ça montre aussi les difficultés auxquelles les femmes, là, c'est pas les femmes en général, mais peut-être les femmes en condition qui ont d'abord élevé, qui ont été femmes au foyer, qui n'ont pas eu de revenus, etc. Dans quelle position ça les met ? Alors, après, ça a été peut-être un choix, mais un choix mis par certaines contraintes, etc. Alors, le but, c'est pas de chercher des excuses, entre guillemets, mais c'est d'essayer de comprendre le contexte et en quoi ce contexte, finalement, l'a pas mis dans une bonne position pour le reste de sa vie, quoi. Et donc, c'est ce qu'elle essaye de changer pour sa fille, ici. Elle réalise que finalement, ça, c'est pas une vie. Et donc, elle essaye et elle se bat, elle se débat même pour changer ça pour sa fille. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Enfin bref, c'est ce que je trouve beau dans cette série. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois un homme. Elle met quand même parfois la vie de son enfant par pur orgueil. Et je pense qu'il manque une partie dans ta phrase. Mais écoute, moi, je ne l'ai pas vu, ça. Je l'ai pas vu et je trouve que justement ça dépeint en danger. Ah ben je l'ai pas vu ça. Je trouve que justement elle essaye de s'en sortir, de sortir de personnes qui pourraient mettre en danger physique sa fille. Voilà, sans spoiler la série. Et donc du coup ça nécessite de prendre des décisions qui peuvent paraître assez folles, mais qui sont ici nécessaires ou son seul recours, quoi. Bref, voilà. Donc du coup, je vous encourage, si vous allez voir la série, n'hésitez pas à me pinguer sur Twitter, sur Discord, etc. Je serais ravie d'en discuter avec vous. Mentionnez-moi et comme ça, on continue la discussion hors ligne. Un homme aussi se revendique autonome et pour autant il a toujours des gens autour de lui. Chez un homme on appelle ça le charisme et chez une femme on appelle ça calculatrice. Oui, c'est vrai, enfin
Il y a ça, mais après je veux pas non plus tomber dans la caricature de c'est parce que c'est une femme ou parce que toi t'es un homme, tu comprends pas, etc. Je pense que c'est intéressant d'avoir la discussion. Bon là il est 9h32 donc je suis obligée de vous laisser, mais à la rigueur on pourra peut-être avoir le débat lors d'un FAQ, d'un camp de fac dans une prochaine émission. Donc pole position, Manon, préparez vos arguments, je pense qu'on fera peut-être une FAQ ou un camp de fac sur le sujet, ça serait intéressant de continuer la discussion. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. C'était encore un grand plaisir d'être en votre compagnie ce matin. Puis je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Puis n'oubliez pas, demain, rendez-vous pour le mug. Bonne journée à tous. Salut!